RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi 13h. Et aujourd'hui dans Dialectique, nous allons traiter le sujet de la misère. Nous sommes en France, pays de la gastronomie, et pourtant tout le monde n'a pas accès à l'alimentation. Les inégalités se creusent, la pauvreté persiste. Et pour parler aujourd'hui de la misère, j'ai le plaisir de recevoir deux représentantes et militantes d'ATD Quart Monde. Viviane, bonjour. Bonjour tout le monde et bonjour à Lionel. Viviane qui est une habituée des micros de RCN. Un petit peu, oui. C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission. Également pour moi. J'ai aussi Aquilina qui est aussi militante pour ATD Quart Monde. Bonjour Aquilina. Bonjour. Et enfin Rolande qui est alliée à ATD Quart Monde. Bonjour Rolande. Bonjour à tous. Et par téléphone, j'ai Vianney Camus qui représente Agorae. Bonjour Vianney. Bonjour. Très bien, vous nous entendez bien Vianney ? Parfaitement. Alors ça coupe un peu, on va voir si on a un petit souci avec la ligne. Alors pour commencer cette émission, Viviane, est-ce que tu peux nous parler de ATD Quart Monde, c'est quoi ? Alors je laisse la parole à Rolande sur ce sujet-là. Alors Rolande. Vous voyez un peu comment ça se passe à TD. Hein, c'est qui va prendre la parole en premier? C'est moi. Merci Viviane. ATD Quart Monde est un mouvement national, international même, qui a pour intérêt de travailler avec les plus pauvres de telle sorte que les plus pauvres prennent la parole et s'expriment sur leurs conditions et surtout, nous travaillons ensemble de telle sorte qu'ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent devenir. C'est-à-dire que si on décide de parler de la misère, ils ont des solutions et c'est le principe d'ATD Quart Monde que de faire remonter les solutions par les militants. Alors tout au long de cette émission, on aura le temps de creuser sur ces notions de misère, de précarité et aussi de militantisme que vous incarnez. Je vais voir si avec la régie, si on est bon pour accueillir Vianney par téléphone. Vianney, c'est bon, vous nous entendez ? Parfaitement. Alors Vianney, je vous laisse nous présenter Agorae. Alors c'est qu'Agorae, c'est un projet qui est développé par Fédélor. Fédélor, c'est la Fédération des étudiants de Lorraine. Donc c'est un projet qui a été initié il y a un peu plus de 10 ans. C'était le 15 avril 2013 qu'on a ouvert notre première Agorae. Une Agorae, c'est un lieu de vie, mais c'est également une épicerie sociale et solidaire qui est réservée en fait aux étudiants en situation de précarité. Alors, donc actuellement, on a 3 épiceries sur la Lorraine, 2 sur Nancy et 1 sur Metz. Alors, vous avez parlé de précarité, donc ça veut dire que cette aide, elle est conditionnée. Quels sont les critères pour définir un étudiant précaire ? Alors nous, on marche en partenariat avec l'assistante sociale du Crous, de l'Université de Lorraine et également pour les étudiants du paramédical du CHRU de Nancy. Et donc, il faut qu'ils passent avec un entretien avec ces assistantes sociales. Il y a 2 critères, c'est être étudiant et avoir ce qu'on appelle un reste à vivre ou reste à charge inférieur à 300 € par mois. Donc ça veut dire qu'on prend ses revenus, ses dépenses, on fait une soustraction et s'il nous reste moins de 300 € pour se nourrir, on peut en bénéficier. Alors comment se nourrir lorsqu'on est pauvre ? C'est la question qui va traverser toute cette émission. D'abord, j'aimerais qu'on définisse ensemble le mot misère. Viviane, on parle de quoi quand on évoque la misère ? À l'époque où on est là, à l'heure actuelle, même des travailleurs sont précaires. Même en travaillant à 2, les fins de mois elles sont très difficiles. Vous avez les retraités aussi qui ont des toutes petites retraites. Et vu l'inflation qu'il y a à l'heure actuelle, ils n'arrivent pas à faire des fins de mois. Vous avez les étudiants qui sont aidés par les parents, mais qui, si les parents ont 1 € de plus, ils ne peuvent pas bénéficier des bourses. Donc, les parents se sacrifient pour les enfants. Donc, tout le monde est plus ou moins, à l'heure actuelle, je dis tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui retombent dans ce qu'on appelle la misère
et les difficultés pour se nourrir. Alors, on a quelques chiffres concernant la misère. Déjà, en France, on définit le seuil de pauvreté lorsqu'on a un revenu inférieur à 1 102 euros par mois. Ça, c'est un premier chiffre. On sait aussi qu'en même temps que la misère augmente, la richesse aussi évolue. Aujourd'hui, avec près de 3 millions d'habitants qui possèdent une fortune supérieure à 1 million de dollars, la France, elle est classée en 3e position des pays qui comptent le plus de millionnaires au monde. Donc derrière les États-Unis et la Chine. Toujours sur cette parenthèse concernant la richesse, la France compte parmi ses citoyens l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, qui possède environ 211 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 2 millions d'années de SMIC. Voilà. Le taux de pauvreté aujourd'hui, il concerne 14-15% de la population française, donc c'est à peu près 10 millions de personnes en France qui sont déclarées comme pauvres. Et ce nombre est peut-être sous-estimé parce qu'il y a encore 1,6 million de personnes qui échappent aux statistiques de l'INSEE. Et 8 millions de personnes en France dépendraient enfin de l'aide alimentaire, mais ce chiffre ne cesse de monter. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous inquiètent ? Énormément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le non-droit, c'est-à-dire ce qui est en train de se faire actuellement sur Nancy, c'est le non-droit. Et le non-droit, ce qui veut dire que ce sont des personnes qu'on appelle les invisibles. C'est des personnes qui n'osent pas aller demander le droit, par exemple, à avoir des secours d'urgence, l'alimentation. Après, il y a aussi tous ceux qui n'ont pas la CMU, qui n'ont pas... et quand vous voyez qu'une personne seule, qui n'a pas son quota de trimestre, est à 980 € de retraite, elle est sous le seuil de pauvreté. Elle est sous le seuil de pauvreté. Alors que la pauvreté a été calculée sur le taux monétaire. Viviane, tu as évoqué quelque chose d'important, le fait que certaines personnes n'osent pas aller recourir au secours alimentaire, à l'aide alimentaire. Et ça, je vais poser la question aussi à Vianney. C'est peut-être valable pour les étudiants. Parfois, on se dit que les personnes dans le besoin ont une notion de dignité qui va les freiner dans ce recours. Est-ce que, Vianney, vous, à Agorae, vous êtes confronté à ce genre de situation ? Alors, c'est vrai que quand vous avez sorti le seuil de pauvreté, j'ai un petit peu souri, je vous avoue. Ça ne se voit pas par distance, mais je vous le dis, parce que si on regarde les revenus d'un étudiant, 95% des étudiants sont sous le seuil de pauvreté. Il faut bien en avoir conscience. C'est pour ça que la notion de misère est encore plus complexe à déterminer pour les étudiants, à mon goût. Parce que c'est une situation qui est très particulière où chacun, en fait, est isolé et devrait être isolé. Et on ne peut pas faire des généralités. On va avoir des parents qui vont s'investir pour la vie étudiante de leurs enfants et d'autres qui vont, au contraire, ne pas les aider. On va avoir des ruptures familiales, on va avoir plusieurs difficultés comme ça. Pour répondre à votre question sur l'accès au droit, c'est quelque chose où là, on ne peut pas non plus nier qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises, alors aussi bien par le Crous que par l'Université de Lorraine, pour accentuer justement cet accès au droit. C'est quelque chose que l'on trouve super important, c'est pour ça qu'on passe par des assistantes sociales, pour aussi qu'elles leur permettent de voir les aides auxquelles ils peuvent prétendre. C'est là-dessus justement qu'on accentue cette idée de prescription. Mais c'est vrai qu'il y a des étudiants qui, il faut le dire, qui galèrent tous les mois à manger et qui, quand on leur parle de l'épicerie, ils nous disent « oui, mais il y en a qui ont plus besoin que moi ». C'est un peu le paradoxe là-dessus, c'est avoir l'autre plutôt qu'avoir sa situation personnelle où parfois la personne loupe des repas. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens... Alors, il y a cette question de dignité, mais qu'est-ce qui fait que les gens n'osent pas aller tendre la main ou aller crier au secours? Pourtant, comme on l'a dit, il y a des étudiants, il y a des personnes qui sont dans une réelle détresse, qui ne mangent pas tous les jours. Quand on parle de précarité comme ça, on oublie en fait souvent qu'on est soi-même en situation de précarité. Enfin, souvent, dans l'engrenage, on ne s'en rend pas compte. On va s'isoler socialement, on va ne plus sortir parce qu'on n'aura plus les moyens de sortir avec ses amis. On va rester dans un espèce d'entre-soi, ce qui fait qu'on ne va pas avoir ce réflexe de voir qu'il y a une vie qui peut être meilleure, dans des conditions plus dignes, et auquel cas on peut manger à sa faim. C'est vrai que c'est assez difficile d'en expliquer comme ça, mais chaque filière
a ses particularités. On a des filières où il faut payer des énormes frais d'inscription. On pense notamment aux filières ingénieurs, des filières où les frais d'inscription ne coûtent pas, mais par contre il y a des frais qui sont annexes, qui sont très importants, notamment ceux qui sont sur les campus délocalisés de l'Université de Lorraine, où ils doivent régulièrement prendre leur voiture personnelle, c'est des frais énormes, pour se rendre en études, parce qu'on en vient à presque de la campagne. Là-bas, il faut savoir qu'à l'Université de Lorraine, il y a une quinzaine d'IFSI, des instituts de soins infirmiers. Dans presque chaque ville, il y en a un en fait, d'instituts de soins infirmiers. Et donc, par conséquent, quand il faut aller trouver un stage, on ne le trouve pas forcément dans l'hôpital ou qui est proche de l'IFSI. Donc, il faut avoir des moyens de locomotion, des moyens de transport et d'hébergement. Et encore, ces moyens de locomotion, encore faudrait-il les financer. Je rappelle qu'un Français sur 5 vit en étant à découvert tous les mois. Et un Français sur 3 rencontre des difficultés pour se procurer 3 repas par jour. Et ce sont des chiffres du Secours populaire. Et je ne parle même pas de la diversité dans le choix des produits. C'est 43% des Français qui disent ne pas pouvoir avoir accès aux fruits et légumes par jour. Rolande ? Alors, vous avez posé la question, qu'est-ce qui fait que des gens ne vont pas chercher à manger ou demander à manger? Moi, j'emploie un mot qui est demander. Il faudra interroger Aquilina et Viviane parce que moi, je ne suis pas dans cette condition. C'est la différence au niveau d'ATD. Les militants, ce sont les personnes qui vivent dans la précarité. Les alliés, ce sont ceux qui sont au niveau du mouvement travaillent à côté des militants, mais pas dans les mêmes conditions. Alors, ce que je voudrais dire avec force, c'est que le droit alimentaire est un droit. Moi, je parle de droit. Il n'y a pas à se poser des questions, il y a un droit fondamental et le fait que des gens n'accèdent pas à ce droit, eh bien, c'est des gens qui ne savent pas lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout simplement. Non, soyons sérieux, c'est un droit fondamental. Donc, il n'y a pas à les quémander, il n'y a pas à les demander, il n'y a pas à aller. Il faut revoir la manière dont on va faire en sorte que la dignité des personnes soit entièrement respectée. Et ce droit fondamental, c'est vrai que, alors pour nous, il nous paraît évident que tout le monde devrait avoir au moins un toit, accès à la santé et accès à l'alimentation. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas en France et que beaucoup de structures, alors que ce soit le Secours populaire, les Restos du Cœur, ATD, réfléchissent à comment faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans des conditions tout à fait décentes. Viviane, est-ce que avec l'inflation, tu remarques une augmentation des sollicitations ? C'est évident. Mais moi, je veux revenir juste sur 2 petites choses. On a le droit, dans la Constitution, enfin dans les lois françaises, on a le droit à l'eau, c'est un fait. Et on a le droit au logement, la loi de l'eau. Mais la loi à l'alimentation n'existe pas. Elle n'est pas dans les écrits de loi françaises. Deuxièmement, je vous dis dignité. La dignité, on ne la perd jamais. C'est notre fierté qu'on perd. Même les étudiants, ils ont leur fierté. Ils se disent, on va perdre notre fierté en allant demander un repas. Et ça, c'est un autre. Parce qu'on vient au monde avec... On a notre dignité, on part avec notre dignité. C'est ce qu'on fait avec... que fait Aquilina avec IDM pour que les gens partent en toute dignité. Mais en alimentation, il n'y a aucun droit français qui dit « vous avez le droit de manger ». C'est quand même, on est en 2023. Comment on ne peut pas avoir une loi dans les constitutions françaises où il dit « vous avez le droit de manger ». En fait, voilà. Il y a la sociologue Bénédicte Bonzi et d'autres sociologues et anthropologues qui proposent la mise en place d'une sécurité sociale à l'alimentation. Alors, il y a des expériences qui sont faites en ce moment même dans le sud de la France, il me semble à Toulouse,
à Bordeaux, dans quelques villes. Donc c'est peut-être aussi des initiatives qu'il faut soutenir pour qu'elles soient universalisées au niveau des Français, aussi pérennisées. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce dispositif de mettre en place une sécurité sociale pour l'alimentation qui fonctionnerait avec un chèque alimentation où on pourrait faire les courses à hauteur de 150 € par mois et ce serait pour les familles précaires? Peut-être Roland, vous avez un avis là-dessus? Ouh là là. Pourquoi donner un chèque aux familles précaires pour aller manger? Non, enfin, 150 €, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le CCAS qui donne 200 € parfois. Il y a ceci, il y a cela. Enfin, je veux dire, être digne, c'est pas aller recevoir un chèque pour 250 € pour aller manger. Il faut vraiment se mettre autour d'une table. Il faut vraiment discuter. Il faut d'abord demander l'avis aux précaires. Ils ont des idées, ils savent ce qu'ils veulent. Demandons-leur. Enfin, peut-être que dans l'absolu, l'idée va faire son chemin et peut-être qu'elle va être transformée. Mais quand Lionel, tu dis, voilà, un chèque de 150 € aux plus précaires, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Enfin, il n'y a pas à aller quémander pour manger. Voilà. Stop. Ça remet les personnes dans des cases. On est encore une fois dans des cases. Dès l'instant qu'on est précaire, on est dans des cases. On est dans des cases pour la sécurité sociale, on est dans des cases pour l'alimentation, on est dans des cases pour le logement. Et ça continue. Et c'est pas normal. Alors on parle aussi d'une certaine violence alimentaire, parce qu'il n'y a pas d'égalité face à l'accès à l'alimentation. Et toujours Bénédicte Bondy, je la cite, elle dit que sans les structures d'aide alimentaire, aujourd'hui, il y aurait une émeute de la faim en France. Et dans son essai qu'elle a écrit récemment, elle montre comment l'aide alimentaire est devenue un débouché économique à la surproduction de l'agro-industrie. On va parler de cette surproduction en quelques chiffres. Et elle dénonce un véritable marché de la faim. Il y a cette question aussi de la qualité de la nourriture distribuée. Parfois, on a des produits qui sont en fin de vie, qu'on va donner aux associations et qu'on va donner aux personnes précaires, comme si elles n'avaient pas le droit de bénéficier d'aliments de qualité. Au niveau d'Agorae, Vianney, comment ça se passe en ce qui concerne la qualité des aliments que vous distribuez? Alors c'est vrai que nous on est dépendant en grande partie de la banque alimentaire. C'est pas notre seul fournisseur, mais c'est partie d'un de nos gros partenaires. Alors l'avantage, parce que la banque alimentaire c'est une utopie, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire en nourrissant les personnes. Donc forcément que c'est des produits qui sont souvent à date très courte, notamment pour le frais. Mais je peux vous raconter une anecdote qui, pour la part, est familiale. J'ai un oncle qui est bénévole au Resto du Cœur, et il a eu le droit justement à un don d'œufs qui était périmé le soir même. Alors je ne sais plus, il y avait combien d'œufs, il m'avait dit 10 000 œufs, qui étaient périmés le soir même en fait. Et ça veut dire que l'industriel, lui, s'est débarrassé d'un déchet qu'il aurait jeté dans tous les cas, en bénéficiant des avantages fiscaux. Et on est dans une logique aussi parfois qui est quand même assez malsaine, où les associations caritatives sont obligées parfois de prendre ces dons-là parce qu'ils font des gros dons. Donc on leur dit clairement, soit vous prenez tout, soit vous prenez rien. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même toute une logique aussi, je pense, à refonder le système de l'aide alimentaire, parce qu'à l'heure actuelle, certains industriels ont compris la combine et s'en servent uniquement pour bénéficier des avantages fiscaux. Et c'est vrai que c'est assez, je trouve, désastreux. On a des produits, et d'ailleurs j'en parlais avec notre partenaire la Banque Alimentaire, qui sont de plus en plus en date courte. Et ce qui fait que la Banque Alimentaire doit déjà les trier, les redistribuer, et nous, après, il faut qu'on ouvre. Donc déjà, il y a déjà un délai qui est parfois de 3-4 jours minimum, qui est obligatoire. Si le produit a une DLC qui est à 2-3 jours de date... Donc DLC, c'est date limite de consommation pour nos auditeurs. C'est une date à partir de laquelle on ne peut plus distribuer parce qu'on estime qu'il y a danger pour le consommateur. C'est principalement sur le frais, mais il y a également un peu sur les viennoiseries. Et c'est vrai que là-dessus, c'est assez désastreux parce qu'en fait, on conduit en fait, à faire des déchets et l'industriel, lui, en profite en se déchargeant de ces déchets qu'il aurait eu dans tous les cas, mais en avantage fiscal.
Viviane, tu voulais réagir dessus sur ces avantages fiscaux? Oui, non, mais c'est parce que moi je trouve inadmissible. Enfin, tout ce qui est urgence, il y en aura besoin. C'est vrai que la personne qui tombe du jour au lendemain avec zéro, par exemple, de revenus, elle a besoin des secours d'urgence. La Banque alimentaire fait très bien son travail là-dessus. Bon, toutes les associations, que ce soit Secours catholique, les Restos du Cœur, etc., il y en aura toujours besoin. Mais il ne faut pas que ce soit pérenne. Il faut que ce soit sur un court temps. Et il faut après que l'alimentation soit digne et durable. Parce que à courte durée comme ça, c'est pas évident. Et puis quand on voit, je sais très bien que toutes les associations sont obligées de prendre l'alimentation qui vient de la communauté européenne, puisque la communauté européenne fait des dons, avec la PAC. Voilà. Mais quand vous voyez ce que la communauté européenne distribue, mais c'est immangeable. Je ne donnerais même pas aux chiens, quoi. C'est des pâtes qu'il faut mettre 30 minutes, voire plus, pour faire cuire. Les boîtes de conserve, c'est immangeable. Les personnes ne sont pas les résidus de la terre. Tout le monde sont des êtres humains et on n'a pas à les considérer comme du bétail ou je sais pas quoi. C'est inadmissible de voir ça. Si on regardait les choses un peu différemment, parce que là on est en train de parler des producteurs et en fait on travaille sur leurs besoins qui est d'évacuer et puis de donner. Il y a une surproduction. De donner à droite et à gauche. Mais les besoins des familles, les besoins des personnes qui sont là, qu'on rencontre et qu'on voit. Est-ce qu'on va enfin travailler sur ces besoins-là? De quoi ont-ils besoin? Et après, s'il y a dans les surproductions des choses qui intéressent, ou alors on travaille différemment. Il faudrait travailler à l'envers et pas travailler dans ce sens. C'est pas les producteurs qui donnent leurs déchets. Enfin, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Vianney tout à l'heure. Ou alors, on travaille sur quels sont les besoins des familles. De quoi ont-elles besoin? Qu'est-ce qu'elles aiment manger? Bon sang, c'est pas un gros mot de dire que des familles aiment manger certaines choses et pas d'autres. Mais moi là, je ne peux pas en parler, je ne fais qu'entendre. Mais je veux dire, il est possible aussi que des personnes prennent parce qu'elles n'osent pas dire non, mais elles n'aiment pas ce qu'on leur propose. Enfin, je ne sais pas, Akilina, tu es d'accord? Alors... On va développer sur cette question avec Akilina. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, moi je pense que quand les familles vont au Restaurant du Cœur, si vous voulez, ou ailleurs, ou une autre alimentaire, ils n'osent pas dire non. Parce que après ils entendent, s'ils veulent pas de ça, c'est qu'ils n'ont pas faim. Vous voyez? Donc c'est quand même difficile. Il faut qu'il y ait un long travail avec les familles. Je pense à un travail en avant avec les familles. Et après, ils sauront ce que les gens ont besoin. Vous voyez, avant, nous, on allait avec les produits des Restaurants du Cœur, on faisait de la cuisine. On cuisinait et on ramenait à la maison. C'était quand même mieux, parce que il y a des gens, il y a des nationalités qui mangent pas tout et qui savent pas cuisiner. Et qui savent pas cuisiner, ils savent même pas ce que c'est. Les produits sont différents. Voilà. Et ils ont peur de dire non. Non, parce qu'après, on leur donne pas, si vous voulez. Et une personne qui va au Restaurant du Cœur a le droit à un œuf ou 2 œufs, ou un litre de lait pour une semaine. Moi, je trouve que c'est très peu, quoi. Il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça et on va continuer à parler de la misère, de la précarité et de cette question de la faim. Et d'ailleurs, c'est le titre de Léo Ferré qu'on écoute tout de suite. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est en direct sur Dialectique avec Viviane Tirlicien d'ATD Carmonde, Roland qui est allié et Akilina d'ATD Carmonde. On a aussi par téléphone Vianney pour Agorae. On vient d'écouter ce morceau de Léo Ferré qui s'appelle La faim, parce qu'on va parler de la journée de la misère et comment se nourrir lorsqu'on est pauvre en France. Quelques chiffres encore. En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes
tonnes de produits par an. Je ne sais pas si nos auditeurs arrivent à imaginer ce que ça fait. C'est une valeur commerciale d'à peu près 16 milliards d'euros par an qu'on jette, selon l'ADEME. Hein. Et alors qu'on pourrait nourrir à peu près 11 millions de personnes, soit à l'équivalent des personnes sous le seuil de pauvreté en France. C'est donc à peu près 150 kilos de nourriture qui est jetée en moyenne par chaque Français entre la phase de distribution, entre la phase de production et la phase de distribution. Donc 18% de la production alimentaire en France est gaspillée tout au long de la chaîne alimentaire. Et pourtant, on a la loi Garot, la loi qui est faite pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et comme Vianney nous le disait tout à l'heure, parfois, il y a des produits qui sont donnés avec des dates courtes. Comment gérer cet aspect-là, Vianney? Allô? Alors c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. On n'a pas le choix au niveau de notre gestion. À chaque ouverture, on est obligé de revérifier les dates, des obligations qui sont légales et réglementaires. Il faut bien comprendre qu'une association, qu'elle soit caritative ou que ce soit un professionnel, ils ont les mêmes règles en termes de suivi et traçabilité hygiène. Donc c'est toute une contrainte et une mécanique qu'on doit mettre en place en amont pour sécuriser la chaîne alimentaire. En fait, si une personne ressort de l'épicerie, qu'elle tombe malade, elle est en droit de nous accuser devant les tribunaux. Donc c'est toute une difficulté à mettre en place en interne et ce qui nous conduit, nous également, à faire les déchets, faut être honnête. Quand on sait très bien que, par exemple, là, on a ouvert à Nancy hier et on sait très bien qu'on ne ouvrira pas avant la semaine prochaine pour le moment. Et ça veut dire que tous les produits en date courte, on va être obligé de les jeter ou alors de les donner. Donc soit on arrive à trouver une solution alternative, ça arrive de temps en temps. Là, actuellement, on a mis en place au Campus Lettres un partenariat avec Frigo Solidaire, qui est vraiment une très belle initiative. Le but, c'est de mettre en place des frigos en libre service. Et ce qui fait que nous, on compte justement donner les produits qui sont en date courte, qu'on aura réussi à écouler avant les ouvertures, et pour qu'il y ait une réutilisation derrière gratuitement. Alors, le collectif Refuser la misère, qui rassemble plusieurs organisations, organise la Journée mondiale du refus de la misère. Donc, c'est chaque 17 octobre. C'est une journée qui est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 92. Pourquoi une journée mondiale du refus de la misère? En quoi est-ce important de marquer cette date? Pour ne pas oublier que, par exemple, notre mouvement, il a démarré en 1957 et qu'on est en 2023 et que ça continue toujours. Enfin, voilà, pourquoi ne pas l'oublier? Pourquoi ne pas oublier les pauvres? Parce que les pauvres habitent à côté de chez nous, parce que les pauvres, on les voit tous les jours, parce que la misère, elle a des aspects parfois... on la voit pas tout le temps, veux-je dire, tu vois, c'est pas toujours visible et parce qu'il faut redire et redire qu'on ne peut pas laisser 9 millions de citoyens, 9 millions de nos voisins, 9 millions de jeunes, avec tous les enfants que ça signifie, 9 millions d'habitants. Tous ces enfants-là, on ne peut pas les laisser tout seuls, isolés, et qu'il faut répéter et répéter sans cesse. Alors, il y a les manières symboliques, la journée mondiale du refus de la misère, et puis il y a aussi toutes les initiatives qui peuvent être prises. Enfin, j'espère qu'on parlera un peu des initiatives qui peuvent être prises par les personnes elles-mêmes. Bien sûr, on va y revenir. Tu as évoqué quelque chose d'important, tu as parlé des enfants. On voit qu'il y a un rajeunissement, il y a beaucoup de personnes maintenant qui viennent avec des enfants très jeunes, qui sont dans le besoin. Et comme on l'a dit en tout début d'émission, ce sont des besoins qui ne cessent de progresser, une précarité qui ne cesse de progresser, et pourtant la France ne cesse de s'enrichir. Donc on peut se demander comment on est arrivé à cette situation-là, d'un pays qui est riche, et aujourd'hui avec... tant d'inégalités et tant de personnes qui n'ont, et même des travailleurs, comme l'a dit, des travailleuses, des travailleurs, comme l'a dit Viviane, qui n'arrivent toujours pas à se nourrir.
Alors, moi, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas répondre à cette question en direct. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas nier qu'il y a eu des efforts qui ont été faits au cours de ces dernières années, que la misère, elle n'est pas ce qu'elle était en 1957 aujourd'hui. Elle est un peu, elle est différente, mais la question fondamentale de pourquoi, c'est d'abord par le travail qu'on réduit une part de la misère. Donc c'est comment on fait pour que tout le monde ait un travail. Et c'est le thème du travail d'ATD. C'est un travail digne pour tous. Parce qu'on sait bien que si une famille, il y a le père et la mère qui travaillent, ça va aller un petit peu mieux, même si on sait, je ne le nie pas, que des personnes qui travaillent sont en situation de difficulté. Il n'empêche qu'un travail digne pour tous, ça va être vraisemblablement, et tous les économistes le disent, même moi qui ne le suis pas, voilà, je pense que ça va aussi améliorer les choses si on y arrive un jour et quand, le plus vite possible. Alors, Viviane, à quel défi vous faites face ou quels sont les problèmes qui sont les plus fréquemment rencontrés? C'est vrai qu'aujourd'hui, on évoque ce sujet sous l'angle de la faim, de l'accès à l'alimentation, mais globalement, quels sont les problèmes les plus récurrents pour les personnes en situation de précarité? Il y a plein de problèmes qui se greffent les uns aux autres et c'est compliqué. Parce que, si tu veux, chaque personne, enfin chaque famille, je vais dire plutôt, a des besoins différents. Une famille qui va être, par exemple, avec 2 enfants et une famille où ils vont être 5 enfants, n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est difficile de mettre bien des catégories bien précises. Parce que puis vous avez des ethnies aussi qui sont différentes. Donc, chaque ethnie étant différente, les besoins sont différents. Donc, c'est pour ça que je parlais d'invisible, parce que suivant les ethnies, la visibilité se fait vite sentir. Et pour reformuler ma question, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont prépondérantes? Donc, j'imagine bien que la question de l'alimentation, c'est primordial. Est-ce qu'il y a des thématiques comme la santé, l'accès aux soins, Akilina? Le logement. Le logement. Le logement, la santé. Il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. La culture. L'accès à la culture. L'accès à la culture. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans une famille qu'on n'a pas le droit, quoi. Là, on vient de faire les droits aux vacances parce que les personnes qui étaient RSA se disaient « Moi, j'ai pas le droit d'aller en vacances. » Vous voyez ? Et c'est un droit. C'est un droit et là, ils se permettent, si vous voulez, d'aller en vacances avec les enfants. Parce que quand vous alliez voir des travailleurs sociaux, ils comptaient pas dans le budget les vacances. Donc, on se disait « On n'a pas le droit. » Ce qui était compté, c'était l'alimentation, la santé. L'alimentation, le budget. Et voilà, il fallait faire doucement. Parce que quand vous avez 536 €, parce que maintenant c'est ça le RSA, 536 € quand vous avez un logement, il faut faire attention, quoi. Vous ne prenez pas tout en charge. Il reste très peu à la fin du mois. Et justement, c'est aussi peut-être un message à lancer, parfois à une certaine sphère politique ou médiatique qui parle de gens qui profitent. On ne peut pas profiter à 500 €. C'est pas des profiteurs, c'est pas des fraudeurs, c'est pas tout ce qu'on entend, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend sur les pauvres. Déjà, nous, notre combat, nous, ATD Quart Monde, c'est de faire sortir les gens. Et que les gens aillent demander leurs droits, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés sur les droits et ce qu'ils ont le droit. C'est pas parce qu'on va réclamer quelque chose qu'on est des quémandeurs, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup l'image de ça. Oui, des politiciens qui parlent d'assistanat alors que finalement, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. De quoi ils parlent, quoi. Et c'est ça beaucoup. Dans les médias, partout, c'est beaucoup ça.
Et les personnes qui sont militantes avec vous, est-ce que, parce qu'il y a quand même pas mal de difficultés, est-ce qu'elles arrivent à puiser la force pour aller chercher d'autres personnes? Tout à l'heure, tu me disais, nous, on va discuter avec les gens et on va parler de leurs droits. On va démocratiser l'accès à l'information. Mais au final, quand on a des problèmes du quotidien, est-ce que ce n'est pas un poids qui peut peut-être nous ralentir dans cette mission-là? Alors, une militante, si vous voulez, ou un militant, c'est quelqu'un qui a vécu la pauvreté ou qui est en situation de pauvreté. Donc, si vous voulez, on a un combat. On a la force d'aller vers les autres parce qu'on ne voudrait pas que les autres vivent ce qu'on a vécu nous. Donc, c'est ça notre force à nous. Et nous, on s'est toujours battus pour nos enfants. On avait des gosses et on allait au restaurant de cœur et on baissait la tête. Et notre fierté, on la mettait dans la poche. Et donc, c'est ça notre force. Même, voilà. Moi, c'est ça ma force. Vianney, le fait de constater qu'il y a de plus en plus de jeunes, et on l'a vu qu'il y a eu une progression fatale pendant la période Covid. On a vu de nombreux étudiants précaires sortir dans la rue pour crier haut et fort qu'ils n'avaient pas accès à la nourriture, tout simplement. Après coup, l'État a mis en place des dispositifs. Est-ce que ça a freiné un peu, on va dire, cet accroissement de la misère estudiantine? Ou est-ce que toi, de ton point de vue, en tout cas à l'échelle de Nancy, tu constates un statu quo? Alors, juste avant, je voudrais juste revenir sur une petite partie que vous avez parlé. Vous parliez de précarité, moi je parlerai de déprécarité. Parce que pour moi, c'est compliqué de généraliser. On essaie toujours de généraliser les choses pour simplifier. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des précarités multiples. On va avoir une précarité alimentaire, qui est celle qu'on voit en premier, mais on ne voit pas la précarité numérique. Actuellement, un étudiant qui n'a pas un ordinateur pourra suivre ses cours pour faire des exposés. Il est handicapé. Dans sa scolarité, c'est une réalité. Après, il y a la précarité au niveau sanitaire, il y a la précarité au niveau culturel. Enfin, vraiment dans un schéma global qui est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai qu'on a vu, nous, notre nombre de bénéficiaires exploser littéralement pendant la période Covid, qui s'expliquait simplement parce que les étudiants qui avaient un job étudiant se retrouvaient du jour au lendemain à la rue. On leur disait, il faut vivre dans ton logement étudiant de 6 mètres carrés, et puis tu vis, mais avec ce que tu as. Donc clairement, à un moment, l'équation n'était pas bonne. On a eu plusieurs aides du gouvernement. Alors, je crois qu'il y a eu 3 aides de tête de 100 €. On en revient toujours à cette idée d'aide ponctuelle. On oublie que la précarité, à l'heure actuelle, elle tend à s'éterniser. Et depuis le début, nous, on réclame une réforme profonde des bourses pour permettre justement que ces bourses puissent émanciper l'étudiant et puis justement se restaurer, vivre un minimum dignement. On ne demande pas de la richesse, on demande juste de la dignité. Et c'est vrai que là-dessus, il y a une première réforme des bourses qui a abouti cette année, qui était, on va dire, une sorte de brouillon. On espère que cette réforme va s'atténuer parce qu'aujourd'hui, on a réussi, donc je crois que sur le Grand Est, il y a eu 35 000 étudiants en plus qui peuvent en bénéficier. Mais on a toujours ce problème d'effet de seuil, on a toujours ce problème de bourse basée sur les critères de ses parents. Et parfois, n'est pas responsable des revenus de ses parents. C'est ça, parfois les étudiants certains étudiants expliquent être en conflit avec leurs parents qui gagnent bien leur vie, et pourtant la bourse est calculée à ce niveau, donc là c'est comme ça aussi qu'on peut tomber dans une forme de précarité. Ah oui, c'est une grande difficulté, c'est les ruptures familiales, c'est ce qu'on dit classiquement, mais c'est factuellement vrai. Actuellement, on sait mais c'est pas fait dans les faits, qu'un étudiant peut porter en justice justement l'obligation d'aide alimentaire de ses parents. La réalité, c'est qu'il y a les faits où on peut le faire, et il y a la sociologie où les gens ne le font pas. Parce que c'est compliqué, on est en conflit avec ses parents, mais on espère qu'un jour ou l'autre ça va s'améliorer. Si demain je vous mets en procès, je ne pense pas que notre relation va être améliorée. Et donc il y a ce conflit aussi relationnel qui rentre en ligne de compte, cette touche sentimentale qui complexifie énormément la chose, qui fait que oui, on a des dispositions, mais qui, à l'heure actuelle, ne sont pas applicables et pas appliquées dans les faits. La rupture familiale est une vraie raison. Le Crous là-dessus et l'Université de Lorraine nous aident énormément dans cette tâche, mais ça reste un gros travail à faire, d'où l'importance de faire une réforme des bourses. Vianney vient de parler du Crous, de plusieurs institutions. Roland, peut-être que tu voulais rebondir sur ce que tu viens d'entendre. Oui, en fait,
Ce que j'entends dans ce que vient de dire Vianney, c'est aussi ce que l'on constate. ATD Quart Monde a fait s'est associé avec des chercheurs d'Oxford pour faire une recherche sur ce qu'on a appelé les dimensions cachées de la pauvreté. Ce qu'il traduit là pour les étudiants, on l'a traduit d'une manière avec d'autres mots, mais vraisemblablement les mêmes choses derrière. Quand les personnes ont travaillé sur ces dimensions, elles n'ont pas évoqué l'argent en premier comme étant un phénomène qui était typique de la pauvreté. Elles ont parlé de maltraitance sociale, de regard des autres, de maltraitance institutionnelle, toujours aller à tel endroit, fournir des papiers, revenir avec une photocopie, revenir avec un dossier, retourner, retéléphoner, aller voir quelqu'un d'autre. Elles ont parlé de la santé, elles ont parlé des peurs, elles ont parlé d'un certain nombre de choses. Donc on est toujours confronté, qu'on soit étudiant ou personne en situation de précarité plus âgée, on est confronté aux mêmes problématiques et c'est sur ces problématiques-là qu'il faut agir. Tout est lié, rien n'est figé, tout est lié. Si on n'a pas la santé, c'est parce qu'on n'a pas l'alimentation qu'il faut, c'est parce qu'on n'a pas le logement qu'il faut, c'est parce que le regard des autres est impitoyable, c'est parce que, voilà, arrêtons ce cercle vicieux, essayons de mettre en place un cercle vertueux et les personnes en grande précarité savent ce dont elles ont besoin. Et on va essayer de mettre en place un cercle vertueux. Avant, on va s'octroyer une petite pause musicale. Et on est toujours sur le thème de la misère. C'est le titre d'Ayam. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'entendre le morceau d'Ayam, Misère. Comment échapper à l'emprise de tes bras? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Et aussi, comment se nourrir lorsqu'on est pauvre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La France continue à avoir des chiffres inquiétants en ce qui concerne la pauvreté, la misère et l'accès à l'alimentation. Akilina et Viviane, vous avez fait partie d'un groupe de chercheurs sur les dimensions cachées de la pauvreté. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour nos auditeurs? C'est Oxford qui a fait cette expérimentation-là, donc entre chercheurs et militants, étudiants également. Il y avait des jeunes également dans toute la France. Enfin, il y avait 6 pays en fait qui ont participé à cette recherche. Et on s'est aperçu que la pauvreté était calculée sur le taux monétaire. Et nous, on a dit, c'est pas possible. On peut pas calculer la pauvreté par rapport au taux monétaire. En fin de compte, quand on a fait le récapitulatif, la synthèse de tout ce qui avait été dit, fait sur la France, et c'était international. C'était international. Et donc, en fait, l'argent ne sortait pas. Enfin, elle sortait, mais vraiment dans les derniers, on va dire. Il y avait beaucoup les compétences, la santé, le bien-être, toutes ces choses-là qui ressortaient avant l'argent. On dit que quelqu'un qui est en précarité, c'est beaucoup l'argent. Mais nous, on a mis en avant, c'était beaucoup. Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants? Comment qu'on va payer notre loyer? Et si vous voulez, et ça, ils disent, pauvre, c'est l'argent, ils réclament tout le temps. Mais non, avec les dimensions de la pauvreté, on s'est dit, le logement, la santé, quand on va quelque part, si vous voulez, demander à la CAF, quand quelqu'un est à la CAF qui fait ça un dossier, qui ne nous regarde pas. Si vous voulez, on sait, il y a tout ça qui nous a fait. Et même le numérique. Maintenant, tout passe par le numérique. On s'est dit, nous, on ne peut pas avoir un ordinateur. Il faut un ordinateur, il faut une imprimante, il faut quoi d'écrire, il faut l'encre, il faut les feuilles.
Donc, si vous voulez, il y a tout ça qui nous est venu. Ah mais c'est vrai que là, ça fait complètement écho à ce que Vianney disait tout Bien à l'heure sûr. quand il parlait d'une violence, d'une précarité numérique. C'est parfois, on n'a pas certains outils pour pouvoir même monter un dossier et soi-même réclamer ses droits. Voilà, et puis aller voir aussi, savoir comment caler sur Internet. Les personnes âgées, moi je vais à domicile chez les personnes âgées, ben, c'est pas facile. À monter un dossier, je vous dis que c'est galère. Voilà. Tu as fait référence à quelque chose d'important. Tu dis c'est aussi une forme de violence quand on va à la CAF ou dans une institution et qu'on ne nous regarde pas. Oui, parce que si vous voulez, on s'est aperçu dans des organismes, on ne va pas dire que la CAF, on ne va pas les noter, mais si vous voulez, il y a des gens, quand on est au guichet, ils regardent leur ordinateur, ils font leur dossier. Bonjour madame, ils font leur dossier. Au revoir madame, on vous tient au courant. Si vous voulez, on ne se sent pas regardé, on se sent... déshumanisé peut-être. On est un numéro, quoi. On est un numéro. Je pense que dans beaucoup d'organismes, on est un numéro. Donc, on est déjà des cases parce qu'on est dans la pauvreté. Donc, on se sent déjà dans une case. Donc, après, c'est pire, quoi, si vous voulez. Vianney, est-ce que c'est aussi un constat que tu peux faire et avec les étudiants, j'imagine qu'à Agorae, il y a cette dimension-là de remettre l'humain au centre du débat. Alors effectivement, c'est vrai que nous, on cherche au-delà même d'être une épicerie solidaire, à être vraiment un véritable lieu de vie et aussi un lieu de stabilisation. C'est quelque chose auquel on tient vraiment. Après, ce que je veux revenir, c'est vrai que si on ne s'attaque pas réellement au problème de fond qui est la précarité, on va dire, alimentaire de base, et tout ça qui en découle, la précarité numérique et ainsi de suite, on va arriver également à une pauvreté intellectuelle. Et ça, c'est le pire, parce que le rôle de l'université, au-delà même d'avoir un diplôme et d'avoir un travail derrière, c'est de nous construire intellectuellement. Et derrière, en s'attaquant à la jeunesse même, c'est l'avenir de la France qui est en jeu, en fait. On va bientôt terminer cette émission. Vianney, est-ce que, pour conclure, tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer et puis, pourquoi pas, quelques contacts pour les étudiants qui nous écoutent, qui voudraient solliciter Agorae? Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui nous semble important à répéter. C'est que pour toute personne qui souhaiterait bénéficier du projet Agorae, il faut qu'ils se mettent en lien avec le service des assistantes sociales du Crous de l'Université de Lorraine ou pour les étudiants du paramédical du CHRU de Nancy. C'est quelque chose qui nous semble super important. Sachez que nous, on sera toujours là pour vous accueillir dans la dignité et dans le sourire. Viviane, un mot pour conclure cette émission. Alors, un mot pour conclure cette émission. Déjà, on a été ravis d'être reçus ici à RCN. Et puis, nous, on pense que pour nous, le 17 octobre est une journée importante du refus de la misère. À Paris, il y a toujours une cérémonie sur la dalle du Père Joseph et qui se déroule tous les 17 octobre à partir de je ne sais plus quelle heure, 17h, quelque chose comme ça. Et nous, personnellement, on se bat pour quelque chose, pour que, surtout, pas pour nous personnellement, mais pour tous ces jeunes qui sont l'avenir de la France et qu'on espère qu'ils ne vivront pas ce que nous, on a vécu. Et du côté associatif, quels sont vos besoins aujourd'hui? Nos besoins, des militants. Des personnes qui veulent nous aider à combattre et on n'arrêtera pas le combat parce que c'est important et qu'en 2023, on est encore... pas dans les mêmes conditions, mais qu'on est encore comme le camp de Noisy. Enfin, c'est pas le camp de Noisy, mais c'est comme si on était encore en 1957, mais avec un peu plus d'avantages, mais qui ne sont pas... qui n'aident pas vraiment les gens. Akilina, un dernier mot, un message à faire passer à nos auditeurs? Moi, déjà, je vous remercie. Et puis, si vous voulez, moi, j'ai simplement un mot à dire, c'est que bientôt, il va y avoir une célébration au cimetière du Sud, parce que moi, je fais partie de IDM. Alors, IDM, c'est Inhumer dignement nos morts. Et donc, on enterre les gens, on fait une petite cérémonie pour les gens qui sont seuls, à la rue, dans les hôpitaux, à domicile. Donc, écoutez, on n'a pas encore la date, mais je pense que je reviendrai vous dire la date pour qu'on ait du monde au cimetière du Sud, au carré 35, au carré commun.
Et tu seras la bienvenue à Kélina dans cette émission, tu le sais. Et enfin, Rolande. Oui, des militants, des bénévoles pour nous aider parce que porter quelque chose comme ce qu'ATD porte, c'est-à-dire donner la parole aux plus pauvres et travailler pour qu'ils soient co-auteurs de leur projet, c'est quand même un beau boulot. Et pour une fois, on est content que la parole soit donnée aux personnes concernées et soit donnée aussi à tout le monde, ainsi, de telle sorte que tout le monde se sente concerné par cette question d'accès à la nourriture. Je vous remercie toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Vianney, d'avoir pris le temps par téléphone de nous répondre. Et puis, on va se quitter tout en musique avec un morceau qui en dit long, un morceau qui parle d'une France parfois oubliée, qui parle de la France d'en bas, et c'est Brasco. RCN, www.rcn-radio.org